Je vais vous faire un petit tour sur l'historique quand même au départ des troubles du comportement alimentaire. Après, on va parler purement diagnostic et surtout, on va s'attarder sur aujourd'hui les modèles biopsychosociaux qui expliquent la genèse d'un trouble du comportement alimentaire. Du coup, les désordres alimentaires, on en retrouve depuis moins 300 000 ans à la naissance d'Homo sapiens. À l'époque, on était chasseurs-cueilleurs, on se déplaçait de vallée en vallée et au bout de quelques jours de jeûne, on faisait des crises d'hyperphagie compensatoire dès qu'on trouvait un gibier. C'est encodé génétiquement pour nous de faire des crises d'hyperphagie suite à une période de jeûne ou de restriction. On entend aussi beaucoup de notions de jeûne ascète, et notamment en Inde, Moïse d'abord, où on parle de 40 jours avant les 10 commandements, mais aussi en Inde, où le jaïnisme, c'est une religion qui a été fondée par le prince Vardhamana, et c'était très porté sur le karma et l'ascétisme. L'ascétisme, c'est la spiritualité via le rejet du corps impur. Cet homme est d'ailleurs décédé a priori suite à un jeûne trop prolongé. Et on parle aussi de Bouddha, qui se serait privé de nourriture jusqu'à pouvoir toucher son épine dorsale à travers son ventre. Il y a aussi un Rome antique dans l'Empire romain. Il y a de nombreux témoignages où ils pouvaient manger pendant des heures et ils avaient des rigoles en fait derrière où ils pouvaient se faire vomir pour pouvoir continuer à manger. Donc, tous ces désordres alimentaires s'inscrivent quand même déjà depuis la nuit des temps dans notre histoire. Puis après, on bascule à partir du VIe siècle sur ce qu'ils ont appelé, il y a eu un aspect beaucoup plus religieux, ça s'appelle les anorexies saintes. C'était aussi important de vous en parler. La première, je vous en ai cité que 3 parce qu'on pourrait en retrouver beaucoup. C'était la fille d'un roi espagnol qui voulait la marier de force et elle s'est mise à jeûner de manière drastique. Et dans les textes, ils disent que ça la priva de sa beauté, ça lui a fait pousser les cheveux sur tout le corps. En fait, la dénutrition entraîne en lanugo, c'est-à-dire un duvet qui pousse de partout pour venir contrecarrer la difficulté du corps à pouvoir maintenir la chaleur corporelle. Elle a été la sainte patronne de celle qui voulait soulager les problèmes liés à la procréation. Sur la même histoire, mais 600 ans plus tard, Sainte Marguerite de Hongrie, pareil, son père qui était roi de Hongrie veut la marier de force. Elle intensifie en jeûne, elle en décède à 28 ans. Et l'autre, la plus connue, Catherine de Sienne. Catherine de Sienne, c'est une anorexie sainte aussi. Elle a participé, c'est une de celles qui a participé au déménagement des papes de Avignon au Vatican. Elle a déclaré une anorexie mentale à 16 ans. Elle en est décédée à 33 ans. Elle a été sainte patronne de l'Europe en 99. Donc depuis la nuit des temps, on retrouve des formes d'anorexie mentale qui miment exactement les formes qu'aujourd'hui on retrouve. La médecine, et la psychiatrie plus particulièrement, s'est développée à partir de 1850 à peu près. Et on a 3 médecins qui en parlent entre 1859 et 1874. C'est Marseille, Gull et Lasègue. Ils décrivent exactement les mêmes symptomatologies qu'aujourd'hui. Et ils alertent aussi sur le risque de rechute très fréquente. Donc ils décrivent exactement la même pathologie qu'on retrouve nous aujourd'hui dans notre quotidien. La boulimie, par contre, on en parle sur le plan médical de manière beaucoup plus récente. Avant, on appelait ça la faim de bœuf, mais ça n'avait pas été diagnostiqué dans le cadre de pathologie psychiatrique. Il faut attendre 1980 pour que ça soit classé dans le diagnostic des troubles mentaux. En comportement alimentaire normal, il répond à 3 fonctions. La première, c'est le plaisir. La deuxième, c'est l'aspect social et relationnel. Et le troisième, c'est l'aspect nutritif. L'OMS est clair sur le fait qu'il doit contribuer au maintien d'un bien-être physique, psychologique et social, ce qui définit la santé. Alors attention, tout n'est pas un trouble du comportement alimentaire. C'est pas parce qu'on fait un jeûne qu'on bascule dans une anorexie mentale. C'est pas parce qu'on fait une crise d'hyperphagie parce qu'on n'a pas pu manger le midi ou je sais pas trop quoi qu'on bascule dans un trouble du comportement alimentaire. C'est pas parce qu'on fait une crise de boulimie qu'on souffre de boulimie. 30% de la population pourrait faire des crises de boulimie
pourrait avoir fait une crise de boulimie dans sa vie sans pour autant basculer dans un trouble du comportement alimentaire. Pour basculer dans un trouble du comportement alimentaire, il faut répondre à plusieurs critères et dans une durée de temps. 3 à 4% de la population française, ça fait plus d'1 million de personnes en France. 30 à 40% d'augmentation depuis la Covid. On a vu un raz-de-marée qui a défilé avec, encore aujourd'hui, des histoires qui se répètent. En mars 2020, j'ai commencé à faire attention, j'ai augmenté le sport, je me suis senti mieux et j'ai perdu 30 kilos dans la même année. Donc il y a eu une grande vague avec le Covid, mais qui est un facteur de stress parmi tant d'autres. 2 pics de fréquence, le début de l'adolescence avec la puberté et 16-18 ans avec l'autonomisation progressive. Selon les études, on parle de 9 femmes pour un homme, 9 à 19 femmes pour un homme. Mais on va voir que c'est différent en fonction des différentes pathologies. Et surtout, une personne sur 10 en décéderait selon les différentes études, 5 à 15%. C'est la maladie mentale la plus létale en psychiatrie devant la schizophrénie et la dépression. L'anorexie mentale répond à plusieurs critères, enfin 3 critères diagnostiques. Le premier, c'est une restriction volontaire des apports énergétiques qui entraîne un indice de masse corporelle inférieur à 18,5, associé à une peur intense de prendre du poids ou une volonté d'en perdre, et une altération de la perception de son corps et de son poids, ce qu'on appelle une dysmorphophobie, c'est une impression de se sentir beaucoup plus gros que ce qu'on est. On a 2 sous-types, le restrictif pur et le purgatif avec crise de boulimie, qui est la forme de moins bon pronostic. Et en prévalence, on est à 0,5 à 1% de la population française. On est 60 à 70 millions, je vous laisse compter. Les populations à risque, c'est forcément les adolescents, mais les mannequins et les milieux sportifs avec les sports de haut niveau. Je laisserai mes collègues détailler pourquoi. Et on est aussi sur la pathologie psychiatrique la plus à risque de suicide devant la dépression et la schizophrénie du fait de la rigidité secondaire à la restriction, à la dénutrition. Ça entraîne en fait un déficit de flexibilité mentale. On a beaucoup moins de capacité d'adaptation et ça favorise entre autres le suicide, mais en plus la dénutrition entraîne des symptômes dépressifs. Ansel Keys, 39-45, Seconde Guerre mondiale, il s'inquiétait de la famine en Europe. Il a mis 36 hommes de 20 à 26 ans en parfaite santé mentale et physique. Il les a mis dans un camp pour étudier l'impact de la famine en Europe. Il leur a fait perdre du poids et au bout de 6 mois, il a vu que tous ces hommes qui étaient sains d'esprit et de corps ont développé des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles du sommeil, l'envie de parler de la bouffe toute la journée. Et j'oublie encore tous les symptômes qu'il décrit. Donc la dénutrition en plus entraîne des symptômes dépressifs. La boulimie, il faut 5 critères diagnostiques. Le premier, c'est la survenue récurrente de crise de boulimie, je la détaille juste après. Il y a forcément, à la différence de l'hyperphagie, des comportements compensatoires, que ce soit des vomissements, des laxatifs, de l'hyperactivité physique. On vient compenser la prise alimentaire pour prévenir la prise de poids. Elle a lieu au moins 2 fois par semaine pendant 3 mois. C'est pour ça que je vous disais, il n'en faut pas qu'une. Et l'estime de soi est influencée de manière excessive par le poids et la forme corporelle, et le trouble ne survient pas dans des épisodes de dénutrition et donc d'anorexie mentale. La boulimie, on est plus à poids normal, alors que l'anorexie, on est dénutri. Là, le sexe ratio, il est quand même plus léger. On a seulement 3 femmes pour un homme. Les hommes sont plus touchés proportionnellement. Et par contre, on a une prévalence qui est plus importante, mais qui est moins diagnostiquée du fait de la honte que génère la crise de boulimie. Et on peut succéder à une anorexie mentale sans aucun problème. On peut basculer d'une forme à une autre. C'est un camembert. C'est pas une pathologie. C'est pas différentes pathologies. C'est vraiment une même pathologie. On peut changer de forme au fur et à mesure. Et l'hyperphagie boulimie, elle aussi, il y a des crises de boulimie où on absorbe en un temps limité une grande quantité de nourriture avec ce sentiment de perte de contrôle. On le mange rapidement, on se déclenche une sensation pénible, on mange souvent seul et on se sent dégoûté de soi-même. Mais il n'y a pas de comportement compensatoire par rapport à la boulimie. On a des IMC qui sont généralement beaucoup plus hauts, en surpoids, voire en obésité. C'est 1 fois par semaine minimum pendant 6 mois et le comportement est source de souffrance marquée. On peut avoir des gens qui font des crises d'hyperphagie et qui sont en surpoids, mais qui n'ont aucune souffrance. On ne bascule pas dans un trouble psychiatrique si vous n'avez pas un impact sur le psychisme, sur le fonctionnement social, affectif et professionnel.
Et là, on a une proportion beaucoup plus élevée, c'est 3 à 5% de la population. Et enfin, je vous disais, on peut basculer d'une forme à une autre, hein. Donc l'anorexie mentale, c'est environ 20% des cas, la boulimie 25%, et on a tous les autres troubles du comportement alimentaire, qui sont les... Alors, je ne suis pas très très bon en anglais, mais c'est eating disorder, non-other specified. C'est les troubles du comportement alimentaire atypiques. Je voulais surtout vous en parler de 3. L'ARFID, ça va mimer une anorexie mentale. C'est une personne qui est extrêmement dénutrie, qui nous arrive en consultation sur suspicion d'anorexie mentale. Mais en fait, le profil psychopathologique n'est pas du tout le même. L'éviction alimentaire, elle n'est pas dans une volonté de perte de poids. On est sur une éviction alimentaire phobique. Les personnes n'ont pas de dysmorphophobie, elles se voient exactement au poids qu'elles font. Elles ne veulent pas perdre du poids, elles veulent en prendre, mais elles se restreignent de manière anxieuse ou phobique. Et on en parle de plus en plus, et je pense que c'est important parce qu'eux répondent beaucoup plus aux traitements médicamenteux. Le méricisme, ça peut évoluer aussi d'une boulimie. C'est sur les ruminations. En fait, c'est des personnes qui vont ingurgiter le bol alimentaire, puis le regurgiter, le mastiquer comme ça pendant des heures, et soit le ravaler, soit le recracher. L'appliquage chez les jeunes enfants, ça vous intéressera moins, mais on est sur l'ingestion répétée de substances non nutritives. Non, c'est pas l'enfant qui mange du sable dans le bac à sable. On est vraiment sur une ingestion répétée de substances non nutritives, et généralement, il faut rechercher une carence, notamment au niveau éducatif. Et là, il faut mettre en place tout l'aspect social derrière. Night eating syndrome, on est sur des crises de boulimie uniquement nocturnes. Et tous les TCA atypiques, c'est anorexie mentale atypique, boulimie atypique, hyperphagie atypique. C'est tous ceux qui ne répondent pas à tous les critères que je viens de détailler. Bon, ça, pour moi, c'est le truc qui est à peu près le plus intéressant que je vais vous proposer. L'idée, c'est d'essayer d'expliquer d'où vient un trouble du comportement alimentaire. Les théories selon lesquelles un papa trop comme ça ou une maman trop comme ça qui sont responsables d'un TCA sont des théories qui sont obsolètes aujourd'hui. On arrive vers des modèles qui sont beaucoup plus complexes. On sait que c'est des troubles qui sont plurifactoriels. Et je vais essayer de vous l'expliquer. Il va falloir me dire si vous ne comprenez rien. C'est l'équipe de Gorwood qui a fait ça et ça me parle beaucoup. Pour développer un trouble du comportement alimentaire, il faut un terreau fertile. Pour faire pousser une plante, il faut un terreau fertile. Et là-dessus, c'est les facteurs prédisposants. Ces facteurs prédisposants, il y en a environ 3 grandes classes. On a les facteurs familiaux, il y a beaucoup de bases génétiques. On n'est pas tous faits pour répondre aux jeunes à l'activité physique, à la prise alimentaire, au tabac, à l'alcool, à tout ce que vous voulez de la même façon. Notre cerveau ne va pas tous nous récompenser de la même façon. La présence de troubles psychiatriques dans la famille est un facteur prédisposant aussi. Les relations familiales, et notamment tout ce qui est communication dans la famille, communication sur le plan émotionnel, les idéaux exigeants, la tendance à la critique excessive ou au conflit, ou à l'éviction des conflits d'ailleurs, et les préoccupations alimentaires ou corporelles familiales sont des facteurs de risque. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi rajouter des facteurs environnementaux, l'idéal de minceur, la compétition, les événements de vie stressants précoces, les grossesses multiples et la prématurité, ce qui est les facteurs environnementaux, et l'idéal de minceur de nos sociétés actuelles, ou l'internalisation de l'idéal de minceur. Et en plus de ça, vous rajoutez un autre facteur qui sont les facteurs individuels. La mésestime de soi, le perfectionnisme, l'hyperexigence, les difficultés d'affirmation de soi, les intolérances aux émotions négatives, leur difficulté à les verbaliser et la tendance à l'évitement, la focalisation sur le détail, sont des facteurs de risque. Vous mélangez tout ça en même temps, vous en additionnez, et puis vous avez plus ou moins une trajectoire de vulnérabilité d'intensité variable. Un terreau plus ou moins fertile. C'est pas parce que vous les avez que vous allez en développer un. Mais en tout cas, ça prédispose et ça fragilise une situation pour pouvoir développer un trouble du comportement alimentaire. Après, il faut une graine. Une graine, c'est les facteurs précipitants. Les facteurs précipitants, souvent, c'est la puberté, avec tout ce qui est les transformations physiques, les changements dans les interactions sociales et les process d'autonomisation sont des facteurs de stress. Les événements de vie stressants, tout à l'heure, je vous ai parlé de la Covid, qui a été un facteur de stress pour tous et pour tous les sportifs aussi. On a beaucoup de patients qui arrivent avec tous les entraînements qui sont arrêtés et réorganiser sa vie du jour au lendemain. Ça demande beaucoup de capacité d'adaptation. Le harcèlement, le cyberharcèlement, les critiques, les moqueries, les agressions, les séparations, tous les événements de vie stressants finalement.
L'installation d'un trouble psychiatrique, la dépression, l'anxiété et le sport en compétition sont des facteurs de stress. Vous avez stérofertile, vous mettez des facteurs de stress et on a la possibilité de basculer dans un état de mal-être. L'homéostasie mentale, c'est notre équilibre. On a tous un équilibre, une balance qui nous permet, avec nos capacités de résilience, de nous adapter à des facteurs de stress. Et quand nos capacités d'adaptation sont débordées, on bascule dans un état de mal-être qu'on va essayer de compenser. Et on bascule dans le pathologique quand on met en place un fonctionnement pathologique pour gérer ça. Et c'est là où on va parler des facteurs d'entretien. La restriction alimentaire, volontaire ou imposée, elle va entraîner un état de dénutrition. Mais à court terme, il y a énormément d'effets bénéfiques. Et d'ailleurs, sur l'interview d'avant, elle le pointe très bien. Au tout départ, on a des effets positifs. L'entourage va réagir de manière positive. On va avoir une diminution des symptômes dépressifs, une diminution des symptômes anxieux. On a l'impression, pour une fois dans notre vie, de contrôler quelque chose. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème, il faut en parler. C'est ces effets positifs initiaux qui vont en fait valider et renforcer le comportement. Le problème, c'est qu'on a les effets négatifs à long terme. Elle a parlé des problèmes somatiques, j'en ai pas parlé là, mais c'est vrai, il y a tous les problèmes somatiques, mais il y a aussi toute l'anxiété sociale, l'augmentation des symptômes dépressifs et anxieux. Ça, c'est l'étude d'Ansel Keys dont je vous ai parlé dans le Minnesota. Plus vous êtes dénutri, plus vous êtes déprimé. Vous vous rigidifiez de plus en plus, vous vous isolez de plus en plus, et en fait, vous venez renforcer cette sensation de mal-être. Donc, vous utilisez un comportement à la base pour essayer d'aller mieux, et en fait, on se rend compte qu'à court terme, c'est efficace, mais à long terme, vous venez l'entretenir. Et c'est ce qui auto-entretient la conduite. Mais vous l'aurez, je vous le laisserai, parce que pour moi, c'est quelque chose qui est une des manières les mieux expliquées. En fait, après, vous allez devoir travailler en fait, dans le soin sur, oui, les facteurs d'entretien, pour faire le travail motivationnel, la balance motivationnelle. Vous allez devoir travailler sur les facteurs précipitants et sur les facteurs prédisposants. Et ça, vous travaillerez ça on travaille ça avec l'ensemble des soignants. Le message le plus important, c'est qu'on s'en sort totalement et définitivement. C'est long, c'est 3 à 7 ans la moyenne, mais on s'en sort totalement et définitivement. On a plus de 50% d'évolution favorable avec de l'aide. Je vous ai parlé que c'était la pathologie la plus létale, mais vous bouleversez le pronostic, plus c'est pris en charge de manière précoce. Pourquoi? Parce que c'est comme une dalle de béton. Une dalle de béton, vous la faites couler. Au tout début, elle sera encore malléable. Vous pouvez faire quelque chose. Plus vous la laissez sécher, plus elle deviendra dure, plus ça sera compliqué de s'en sortir. Ça ne veut pas dire impossible, ça veut dire compliqué. Mais plus vous prendrez en charge tôt, plus ça sera facile de s'en sortir totalement et définitivement. Et l'objectif de toute prise en charge, c'est ça. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, vous avez des objectifs médicaux. Oui, c'est arriver à restaurer un poids normal, ça c'est une évidence, mais ce n'est pas suffisant pour sortir d'un trouble du comportement alimentaire. Vous devez aussi restaurer un aspect sain à l'alimentation et retrouver les aspects plaisir, sociaux et nutritionnels de l'alimentation. Diminuer la restriction cognitive. Et surtout, c'est le travail en psychothérapie sur l'hyperexigence, le perfectionnisme, l'estime de soi, l'affirmation de soi et la gestion et l'expression de ses émotions. Connaître sa maladie, travailler sur sa motivation et travailler sur d'éventuellement facteurs de stress ou des facteurs traumatiques. Et maintenant, aujourd'hui, l'inclusion de la famille dans la prise en charge est indispensable. C'est le principal levier dans la suite de la prise en charge pour qu'il devienne le principal levier dans la suite de la prise en charge et non pas le facteur d'entretien, parce que la réorganisation des interactions familiales suite à l'apparition du trouble et le fait de voir son enfant se laisser mourir de faim, ça peut devenir un facteur de maintien dans le trouble. Donc prendre en charge les familles avec pour qu'ils deviennent des parents experts, c'est aujourd'hui un des trucs les plus importants parallèlement. C'est tout pour moi.